Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Sorge Chalandon, vous Bonjour. publiez Enfant de salaud chez Grasset. Le titre de votre roman sont aussi les 3 mots que votre grand-père a prononcés devant vous quand vous aviez 10 ans. Votre père a porté l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, vous dit-il. L'enfant devenu adulte et journaliste, vous, Sorge Chalandon, vous enquêtez pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La réalité est plus complexe car votre père est mythomane, comme vous l'aviez raconté dans un livre précédent. Profession du père. Enfant de salaud, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour mon grand-père, c'était son fils qui portait l'uniforme allemand. Mon grand-père était lyonnais, radical socialiste, amoureux d'Édouard Herriot, et voir son enfant habillé en allemand, place Bellecour à Lyon, c'était un salaud. Pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire, je ne peux pas juger ce qu'il a fait. Qui peut juger ce que quelqu'un a fait pendant la guerre? Qui pourrait dire, moi, j'ai fait ça pendant la guerre? Personne. En revanche, que le salaud, pour moi, c'est l'homme qui a menti à sa famille toute sa vie. C'est l'homme qui a été dur avec sa femme, qui a fait de son enfant un enfant martyr. Le salaud, il est là. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pendant la guerre ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est le père qui n'a pas pu être après la guerre. Et donc le salaud, pour moi, c'est l'homme qui ne m'a jamais dit ce qu'il avait fait, qui ne m'a jamais dit la vérité, qui m'a menti jusqu'à sa mort, jusqu'à son lit de mort. Et je me suis retrouvé, et c'est ça, le salaud, c'est l'homme qui m'a laissé sans lumière. Le portrait d'un homme pervers? Alors pervers, oui, c'est-à-dire que d'abord, il est mort en hôpital psychiatrique, donc souvent on me dit oui, mais il avait quand même des circonstances atténuantes, certes, mais il y avait des choses extrêmement perverses, extrêmement dures. Le mensonge ne servait pas qu'à nous éblouir, il servait aussi, il servait aussi à jouer avec nous, à jouer avec moi. Et il a joué avec moi, il a joué avec nous jusqu'à la fin, en rajoutant les coups aux mots. Et le salaud, pour moi, il était là. Et alors, parmi la manière dont il a joué, je mets le terme entre guillemets, Sorge Chalandon, avec vous, vous êtes journaliste, vous suivez pour Libération en 1987 le procès de Klaus Barbie à Lyon, et votre père est là. Oui, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je ne sais pas effectivement si mon grand-père a raison, si je suis un enfant de salaud au sens où il l'entend, l'homme qui a porté l'uniforme allemand, ou bien, comme lui me dit, mon père me dit en revanche, que lui était un héros, et c'était un grand résistant, qu'il avait rencontré Jean Moulin, etc. Et quand le procès Barbie commence, mon père, qui est à Lyon, donc nous sommes à Lyon à ce moment-là, me dit j'aimerais y assister dans le public. Et moi j'accepte. Je me dis si je suis un enfant de salaud, peut-être que ça va le faire réfléchir et qu'il va enfin m'avouer la vérité. Si je suis un enfant de héros, peut-être que ce procès va faire en sorte qu'il va aussi me raconter de très belles choses. Or, non, rien. C'est-à-dire que tout le procès se passe. Et j'ai derrière moi, dans mon dos, j'ai Barbie qui est à ma droite quand il est là, présent au procès. Et dans mon dos, derrière, j'ai mon père qui ricane, qui hausse les épaules, qui est exactement à l'inverse de ce que le public ressent. C'est-à-dire que quand une torturée, quand un déporté vient nous raconter son histoire, il n'y croit pas. Et jusqu'au bout, il n'y croit pas. Et c'est terrifiant parce que pendant tout ce procès, j'ai affaire à un Barbie qui nie et un père qui ne croit en rien. Et donc je pense effectivement à ce moment-là que je dois être un enfant de salaud quand même. Le seul moment où votre père reprend une attitude respectable et émue, c'est à l'évocation des enfants d'Isieux, des petits-enfants juifs qui ont été déportés par Barbie dans la banlieue de Lyon. Oui, c'est-à-dire que là, plus personne ne bouge. C'est-à-dire que Jacques Vergès, l'avocat de Klaus Barbie, est enfoncé sous son siège. Mon père se tait à l'évocation des 44 enfants d'Isieux qui se croyaient en sécurité dans l'Inde, dans ce qu'ils appelaient la colonie de vacances d'Isieux. Là, pour le coup, Barbie était là. Barbie a assisté à leur arrestation, au fait qu'ils ont été jetés dans les camions, qui ont été emmenés pour la plupart à Auschwitz. Et là, brusquement, c'est vrai que qui peut résister lorsqu'il entend le nom de Robert Boulka, 4 ans? Qui peut résister à ça? Et là, brusquement, pour le temps de la magnifique plaidoirie de Serge Klarsfeld sur les enfants d'Isieux, j'ai vu un père qui était comme tout le monde, qui était tête baissée, qui faisait silence devant le petit Robert âgé de 4 ans. Et j'aurais pas accepté qu'il hausse les épaules, qu'il sourie ou qu'il ait une autre attitude. Je ne l'aurais pas accepté. Il y a donc le télescopage inouï du Sorge Chalandon qui
écrit chaque jour pour Libération ce qui se déroule au procès Barbie. Et puis, il y a une forme de procès du père, puisque vous allez enquêter pour essayer de découvrir la vérité sur votre père, ce père qui n'a cessé de vous mentir, Sorge Chalandon. Mais moi, ce qui m'intéressait, parce que j'ai eu mon père donc près de moi jusqu'à sa mort, lorsqu'il disait qu'il était chef des services secrets français, qu'il avait été l'amant d'Édith Piaf, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'il avait fait avant que j'arrive. Effectivement, avant que j'arrive, c'était la guerre. Et j'avais une seule crainte, une crainte épouvantable, c'est qu'il ait été soit collabo dans le plus vilain sens du terme, c'est-à-dire un petit Lacombe-Lucien, un petit milicien français, un gestapiste même, ou qu'il ait dénoncé des juifs ou dénoncé des partisans. Et en fait, j'ai eu son dossier judiciaire très récemment, puisque c'était en mai 2020. Et ces craintes sont tombées, c'est-à-dire que je me suis trouvé en face d'autre chose que ce que je pensais. Je me suis trouvé en face d'un enfant, d'un gamin qui avait fait la guerre comme on joue aux cow-boys et aux Indiens, et qui avait porté 5 uniformes en 4 ans. Et donc, brusquement, je me suis rendu compte que pendant la guerre, il était exactement comme avec moi, c'est-à-dire il a joué aux résistants, il a joué à l'allemand, il a joué aux collabos. Et en fait, il n'avait aucune conscience politique, évidemment. Il n'avait aucune certitude, il n'avait rien. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est grâce à la mansuétude de la justice française à son égard que je suis avec vous aujourd'hui dans ce studio. Il y a des phrases inouïes sur votre père, par exemple celle-ci: tu étais encore un enfant, papa, ces 4 années ont été pour toi une cour de récréation. Vous parlez des années de guerre, Sorge Chalandon, tu ne désertais pas, tu faisais la guerre buissonnière. Exactement, c'était un enfant, c'est-à-dire que c'était de 18 à 22 ans. Alors Guy Moquet en avait 17, j'en ai bien conscience, mais lui de 18 à 22 ans, il est allé vers les uniformes les plus rutilants, vers les bottes les mieux cirées, vers les armes les plus intéressantes, et il a traversé avec une chance absolument inouïe, avec un instinct d'animal, j'ai l'impression. C'est-à-dire, moi, il me fait penser à un petit animal pris dans un feu de forêt, il sait d'où vient le vent, il sait d'où vient le feu, il sait où sont les points d'eau, et il va s'en tirer jusqu'à la libération, puisqu'il va être jugé très peu, 1 an de prison, 5 ans d'indignité nationale, mais il va s'en sortir. Et s'il y a une sorte de constante, c'est que votre père finalement n'a cessé de jouer. C'était un jeu pervers, mais c'était une forme de jeu. Est-ce qu'au terme de cette enquête, Sorge Chalandon, on ne va pas en dévoiler le terme, mais néanmoins, est-ce que vous le comprenez mieux ? Je ne le comprends pas mieux puisqu'il m'a menti jusqu'au bout, mais en tout cas maintenant je sais. Et je sais, et le fait que je sache ce qu'il avait fait avant, ce qu'il a fait pendant, et je peux le décrypter de façon plus simple, et je referme le livre. Ça y est, c'est ce qui est bouleversant pour moi, et ce qui est une sorte de vide immense, et de silence immense qui va se faire maintenant dans ma tête et dans mon cœur, dans mon ventre et dans ma vie, c'est que je referme le livre du père, à tout jamais. J'ai écrit 3 livres sur lui, et maintenant c'est terminé, je n'y reviendrai plus. Et vous, est-ce que vous vous comprenez mieux? Parce que on se dit, on vous connaît un peu, même si on ne vous connaît pas. On sait que vous avez été journaliste à Libération, que vous avez obtenu le prix Albert Londres, que vous avez été engagé à l'extrême gauche. Est-ce que tout ceci eût été possible sans avoir ce père mythomane, pervers et si déconcertant, Sorge Chalandon? J'espère que je ne suis pas que le résultat de ce qu'il fut ou de ce qu'il ne fut pas, mais en tout cas, c'était un conteur d'histoire, ça c'est sûr, et ça, il me l'a légué, je pense. Sauf que moi, j'écris roman sur mes livres, parce que je sais quelle est la vérité, je sais quel est le mensonge, je sais quelle est la part de fiction et la part de récit. Mais alors justement, dans ce roman vrai, le fait d'avoir marqué roman sur ce récit qui est le récit d'une quête véridique, en tout cas c'est ainsi que vous l'attendez au lecteur, est-ce que cela fait de vous un raconteur d'histoire vraie alors que votre père était un raconteur d'histoire fausse? Absolument. Le journalisme, ce roman-là, tout ce que j'ai écrit depuis le début et tout ce que je vis, je suis un raconteur d'histoire vraie. Et lui était un menteur, simplement, un menteur. Et on le retrouve donc dans Enfant de salaud, le livre que vous publiez, Sorge Chalandon, aux éditions Grasset. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et maintenant, un autre auteur parmi ces finalistes du prix Goncourt, Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour monsieur. Vous publiez Milwaukee Blues aux éditions Sabine Vespizer. C'est l'histoire du meurtre d'un homme noir par la police américaine. Une histoire qui rappelle évidemment l'assassinat de George Floyd. Ça se passe aux États-Unis, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Emmett,
c'est le nom de celui qui gît à terre. Il a une quarantaine d'années, un éternel air d'enfant sage et 3 petites filles nourries grâce à plusieurs boulots. Cet homme meurt sous la lumière des gyrophares et la caméra d'un smartphone. Vous dites un genou entre les omoplates, l'air de rien. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire, Louis-Philippe d'Alembert ? Parce que c'est une histoire qui m'habite depuis très longtemps. C'est pas, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose déjà avec Éric Garner qui avait prononcé ces mêmes mots. Je ne peux pas respirer parce que c'est un pays que je connais depuis très très longtemps où j'ai travaillé. Par exemple, à l'université Wisconsin-Milwaukee où j'ai enseigné à Scripps College, par exemple, dans le Clermont. Donc, c'est un pays que je connais bien. C'est un pays aussi que, et comme beaucoup d'Haïtiens, où j'ai de la famille, j'ai des amis. Donc, j'avais toujours envie d'écrire une forme de roman américain, comme on dit. Et puis, voilà, ça a été l'occasion. Et puis, j'ai raconté cette histoire, en fait. Et pour dire les États-Unis, c'est pas tellement pour dire cette histoire, c'est pour et faire une traversée des États-Unis, donc à travers cette thématique, mais d'autres comme le sport universitaire ou comme la musique, le jazz, le gospel, le blues, et ainsi de suite, quoi. Vous présentez la société américaine parce qu'il y a une forme originale dans cet ouvrage Milwaukee Blues que vous publiez aux éditions Sabine Vespizer, Louis-Philippe d'Alembert. C'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui sont convoquées pour raconter ce qu'elles savaient d'Emmett. Alors il y a en vrac l'ancienne institutrice, une femme blanche arrivée à Milwaukee 50 ans plus tôt en même temps que le mouvement pour les droits civiques. Il y a Ma Robinson, une ex-matonne devenue pasteur. Il y a aussi un épicier pakistanais qui a assisté devant son épicerie au meurtre par un policier d'Emmett. Et vous prenez leur voix, vous prenez leur représentation du monde en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ça m'a permis de ne pas tomber dans une forme de manichéisme où il y aurait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est-à-dire à travers toutes ces voix, donc j'ai pu donner, encore une fois, une espèce de fresque des États-Unis. C'est-à-dire que ces voix-là, quand elles parlent d'Emmett, ces personnages, ils parlent aussi d'eux-mêmes. Et en parlant d'eux-mêmes, ils parlent des États-Unis, de leur communauté, et ils parlent de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ont vécu. Donc c'était ça pour moi l'idée. Je me suis même, à un moment donné, dans le roman, glissé dans la peau du policier pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme ou d'une femme au moment où on donne la mort à quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'était ça, c'est-à-dire que la polyphonie, pour ne pas faire quelque chose de monolithique, quelque chose de manichéen, en fait. Et l'on découvre des destins qui sont généralement des destins plutôt tristes. Si je prends le premier destin, par exemple, ce commerçant américain d'origine pakistanaise, c'est lui qui repense à la soirée où, ayant repéré un faux billet, il a appelé le 911, autrement dit le numéro de la police, et on voit le mirage du rêve américain chez lui, chez cet épicier. Louis-Philippe d'Alembert. Oui, le problème, c'est que le rêve est puissant, en fait, ce rêve-là aux États-Unis. C'est-à-dire, on a toujours l'impression qu'on va se lever un matin, on va devenir riche. Il y a un des personnages du roman qui le dit, on crève, mais on crève avec l'espoir. C'est un pays où on crève avec l'espoir, où on a l'impression que tout est possible. Et c'est la raison pour laquelle ce cloisonnement des communautés, par exemple aux États-Unis, fait l'affaire d'un certain système. En fait, au fond, le gros mot aux États-Unis, c'est de parler de classe sociale. Le vrai problème est là, c'est-à-dire que quand on est comme Emmett dans une famille monoparentale d'un ghetto où tout le monde cherche à joindre les deux bouts difficilement, comment s'en sortir? Comment échapper à ce déterminisme qui fait qu'on finira forcément ou dans la drogue ou peut-être dans la délinquance quelconque. Et les seuls moyens souvent pour s'en sortir, pour ces jeunes-là, c'est la musique ou bien le sport. Et lui, il a choisi le sport. Le sport, justement, il y a quelque chose de tragique au sens originel dans votre roman Louis-Philippe d'Alembert, parce que Emmett aurait pu être un grand joueur de football américain. Hélas, il a été blessé, il n'a plus été capable de jouer. Finalement, il est rattrapé par son destin, en quelque sorte.
Oui, mais il faut savoir aussi que le sport, c'est une espèce de mirage, j'ai envie de dire, aux Alouettes, même s'il y a beaucoup de succès et pour certains, mais ça reste quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc forcément, après, il faut pouvoir se réinventer une vie et il faut pouvoir aller vers quelque chose qui nous permette de vivre la vie de tous les jours. Mais en même temps, au-delà de ce côté tragique, il y a quand même beaucoup d'espoir. Et cet espoir vient d'une part des jeunes, comme il y a deux personnages, Marie-Hélène et Dan, qui prennent un petit peu le relais et qui essaient de transmettre l'espoir parce que c'est eux qui maîtrisent les réseaux sociaux alors que Ma Robinson, que vous avez cité, elle ne maîtrise pas du tout. Donc ils veulent faire une marche à la manière des marches des années 60 de Martin Luther King ou de Malcolm X par exemple. Donc Ma Robinson, elle est complètement perdue, elle est complètement larguée et ces deux jeunes arrivent avec les réseaux sociaux, commencent à mobiliser du monde et autour d'eux. Donc ça, c'est un premier signe d'espoir. Et puis de l'humour, beaucoup, avec Ma Robinson, justement, qui est une ancienne gardienne de prison, vous l'avez dit, qui, de temps en temps, oublie qu'elle est gardienne de prison. Elle est devenue pasteur. De temps en temps, elle oublie qu'elle est pasteur. Et puis, elle parle la langue de la gardienne de prison. Et puis, il y a Stockley aussi, l'ami d'enfance. Donc, c'est vraiment un livre choral à ce niveau-là, à la fois tragique et à la fois de l'espoir aussi. Avec, à chaque fois, bien entendu, la restitution d'un pan de la réalité sociale vue par le pote dealer, vu par Nancy. Là aussi, c'est un personnage assez tragique puisque c'est la fiancée. La relation s'est achevée, mais ils ont eu quelques mois d'une relation amoureuse. C'est une jeune fille blanche alors qu'Emmett est noire et c'est une jeune fille qui étudie l'anthropologie et elle écrit... Vous écrivez pour elle, Louis-Philippe d'Alembert. Pour ma part, depuis toute petite, l'évolution culturelle des groupes humains m'a toujours fasciné, encore plus dans notre pays où tant de communautés se côtoient sans se fréquenter en dehors de leur lieu de travail. Alors ils se fréquentent, mais ça ne fonctionne pas parce que un noir avec une blanche, ça ne peut pas fonctionner, écrit-elle dans ce contexte-là. Oui, il ne faut pas oublier que le roman se passe dans les années 90, hein, c'est-à-dire quand Nancy émettent, disons pas tout le roman, c'est-à-dire leur histoire d'amour plutôt, et se déroule dans les années 90 quand Emmett et Nancy se rencontrent. Donc forcément, à ce moment-là, il y a un certain nombre de crispations, il y en a encore d'ailleurs, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'espoir. Le couple que représente Dan, juif, rasta, vegan, et la jeune haïtienne Marie-Hélène est noire et protestante, donc c'est encore, en fait, il répète un petit peu l'histoire d'Emmett et de Nancy, donc ça se passe plutôt bien. Et quand il va y avoir cette marche-là, il va y avoir des gens qui arrivent de partout, comme Ma Robinson le dit, des Noirs, des Asiatiques, des Blancs, des Latinos, et c'est vraiment quelque chose de transcommunautaire, si je peux dire, et qui apporte de l'espoir à ce pays où le morcellement justement fait l'affaire, j'ai envie de dire, des dominants. Et oui, parce qu'en fait... on a l'impression que sous votre plume, une société post-raciale est possible si justement on réussissait à comprendre que les races ne sont que des constructions de classe sociale, puisqu'en fait c'est la substitution de l'un par l'autre que vous décrivez, Louis-Philippe d'Alembert, dans Milwaukee Blues, le livre que vous publiez chez Sabine Vespizer. Oui, parce que, encore une fois, il y a une forme d'exacerbation. Je ne dis pas que le problème n'existe pas. Il y a une forme d'exacerbation de toutes ces tensions, les tensions ethniques, les tensions de genre, de plus en plus aux États-Unis, ou même ici en France d'ailleurs, mais ça... On oublie le véritable problème, c'est-à-dire que quand je me lève le matin ou quand j'arrive, je ne sais pas ce que je vais donner à manger à mes enfants, ou bien quand j'arrive en fin de mois, je suis stressé parce que ce que je gagne ne suffit pas. Le vrai problème, il est là. Un dernier mot sur l'officier de police Gordon. Cet homme qui est donc responsable de la mort d'Emmett, comment avez-vous réussi à retranscrire ce qu'il y avait dans sa tête, Louis-Philippe d'Alembert ? J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un petit blanc de classe moyenne qui devient policier et qui essaye de s'en sortir. Mais je ne justifie aucunement l'acte qu'il a posé, mais j'ai essayé et j'espère avoir réussi. Et là aussi, il semble être l'instrument d'une forme de destin social de l'Amérique dans la peinture que vous faites donc de Milwaukee
dans le Wisconsin. Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert, d'avoir été avec nous. Milwaukee Blues aux éditions Sabine Vespizer. Dans quelques instants, 2 autres livres finalistes également du prix Goncourt. Mohamed Bougarsar, La plus secrète mémoire des hommes. C'est une coédition Philippe Ray et Jim San, et Christine Angot, Le voyage dans l'Est, chez Flammarion. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Mohamed Bougarsar. Oui, bonjour Guillaume Erner. Vous publiez La plus secrète mémoire des hommes, une coédition Philippe Ray, Jim San. Ce livre raconte l'histoire en 2018 de Diégane Latirfaye, un jeune écrivain sénégalais qui découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné sur la piste du mystérieux Tissi Eliman, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah, du Sénégal à la France, en passant par l'Argentine. Quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Mohamed Bougarsar, ce livre, c'est à la fois une enquête donc sur un auteur, mais aussi une réflexion sur le métier d'écrivain. Pourquoi avoir choisi de relier les deux? J'ai choisi de relier les deux parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce que je faisais moi-même comme écrivain. J'avais envie d'une certaine manière de faire retour, d'avoir une sorte de mouvement réflexif sur le geste même de l'écriture, sur ce que ça engageait, ce que ça mettait en jeu. Mais je ne voulais pas le faire à la manière peut-être un peu savante, un peu aride ou théorique, sous le mode académique d'une certaine manière. Je voulais vraiment éprouver ce que la littérature avait comme sens au contact de la vie et de l'histoire. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'aller à la recherche d'un écrivain mythique qui traverse l'histoire du XXe siècle et de chercher, à travers cette enquête-là, les raisons profondes qu'on peut avoir, que quelqu'un peut avoir d'écrire et les difficultés qu'il rencontre en choisissant l'écriture. Du reste, j'avais aussi envie de reparler du destin de l'écrivain malien Yambo Ologam, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce livre. Et son histoire, pour qui la connaît, est fascinante, intrigante, mystérieuse, et semble être une métaphore possible de ce qu'est un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit un grand livre, qui prend des risques et qui le paie jusqu'au prix le plus fort, qui est parfois le silence. Et oui, parce qu'il faut que je vous avoue que j'ai googlisé Tissi Eliman en me rendant compte que manifestement tout renvoyait à votre roman Mohamed Bougarsar, La plus secrète mémoire des hommes, le livre que vous publiez chez Philippe Ray et Jim San, et c'est effectivement une évocation de Yambo Oueleghem. Je vous propose de nous dire en quelques mots qui était cet écrivain. Oui, alors très rapidement, Yambo Ologam est un écrivain malien né en 1940 qui arrive en France et qui publie son premier roman, Le devoir de violence, au Seuil. Le livre fait polémique, fait scandale par son style, par son propos, mais il obtient le prix Renaudot cette même année 1968. 3 ans plus tard, des accusations de plagiat frappent son livre. On l'accuse d'avoir recopié des passages de livres de Graham Greene ou de André Schwarzbart ou d'autres de Maupassant, du Coran, de la Bible, des petits livres, de tout un ensemble d'écrivains. Et après cet épisode d'accusation, cette polémique, Ologhem se retire au Mali après s'être défendu et n'avoir pas été entendu. Il est lâché par tout le monde, crucifié par la critique française, lâché par l'intelligentsia africaine. Il est seul, il est jeune et il n'écrit plus parce qu'il a été réduit au silence de façon assez violente. Il se retire au Mali et se tait pendant quasiment 50 ans jusqu'à sa mort en 2017. Et donc, c'est ce destin-là et son livre surtout, un grand livre, qui m'ont aussi conduit à créer ce personnage de Eliman et à ensuite bifurquer pour ne pas raconter la vie de Ologhem, mais partir plutôt de sa vie pour arriver vers des questions littéraires et personnelles beaucoup plus larges. Avec de nombreux points communs entre les deux destins, cet écrivain que vous avez façonné et Oueleghem, le plagiaire, qu'est-ce qu'il incarne pour vous ?
Alors, il y a pour le plagiat est une figure ambiguë. C'est que d'un côté, il semble être un voleur pur et simple, quelqu'un qui n'a aucun honneur, qui n'a pas assez de génie ou de talent créatif pour écrire quelque chose qui soit de lui, qui vienne de lui. Mais d'un autre côté, je me demande toujours quel sens ça a en littérature de crucifier quelqu'un comme plagiaire. Évidemment, il y a la notion juridique qui est arrivée avec le temps, mais il faut bien se rappeler que pendant très longtemps, être un plagiaire ne s'appelait pas, d'ailleurs, on n'appelait pas les plagiaires des plagiaires, on les appelait des gens qui s'inspirent, on disait qu'ils faisaient de l'innutrition, Montaigne fait ça tout le temps. Et je me demande simplement, en littérature, si on ne fait pas toujours que plagier, si l'histoire de la littérature n'est pas l'histoire d'un grand plagiat, parce que je ne vois pas comment en littérature ne pas d'abord s'engager comme lecteur et ne pas d'abord s'engager comme quelqu'un qui tente aussi de s'inscrire dans une tradition littéraire dans laquelle on arrive très tard. Donc, c'est une question que je pose. Lorsqu'on est un écrivain, est-ce qu'il faut chercher nécessairement à être original ou faut-il chercher, ce qui est peut-être plus difficile, à être singulier, c'est-à-dire à dire par ses propres mots des choses qui ont été dites depuis extrêmement longtemps. C'est un débat qui est ouvert. Mais le plagiat, pour moi, est toujours ambigu. Il peut être malheureux, critiquable, absolument négatif. Mais en littérature, peut-être qu'on ne fait jamais, finalement, même si on écrit des choses très personnelles, que plagier d'une certaine manière. Peut-être que les plus grands écrivains sont les plus habiles plagiaires. Et alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réflexion sur la littérature. On l'entend dans vos propos, Mohamed Bougarsar. Il y a eu un passage dans ce livre que j'aimerais lire pour montrer à quel point c'est ensuite difficile de vous interviewer. Vous dites, les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, Diégane, c'est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. Ce passage montre quelle est votre conception de la littérature, Mohamed Bougarsar ? Alors, bon, je serais bien prétentieux, bien en peine de dire quelle est ma conception de la littérature. Je pense simplement que quand on s'engage en littérature, en tout cas, quand on est dans un grand livre, il y a toujours un moment où le livre s'ouvre totalement et ouvre un espace infini d'interprétation, de sens, de chemin, d'histoire, de récit, et que tous, à leur manière, contiennent peut-être une vérité du livre ou de l'aventure ou de l'histoire. Je ne veux pas dire par là que mon livre est un grand livre, c'est un personnage qui s'exprime là après avoir lu un grand livre, et c'est l'interprétation qu'il en donne. Moi, c'est quelque chose que je n'assumerai pas. Je ne l'assumerai peut-être pas aussi frontalement. Je sais simplement que tous les grands livres, vraiment, de l'histoire de la littérature mondiale, ne peuvent être réduits à un grand livre. Quel est le thème, par exemple, de la Divine Comédie? Quel est le thème de l'Iliade? Quel est le thème de Crime et Châtiment? Quel est le thème du devoir de violence? Quel est le thème de la flèche de Dieu, etc. Donc, il y a tout un ensemble de textes comme ça qui débordent le simple commentaire du sujet. Et pour ma part, comme lecteur, c'est peut-être ce qui m'intéresse, trouver dans les livres des questions infinies, de nouvelles questions qui ouvrent toujours des infinis dans ma réflexion comme être humain. Voilà un peu le sens de cette phrase-là. Oui, et alors, ce qui est là aussi une forme de télescopage, peut-être aussi de complexité, parce que nos existences sont complexes, Mohamed Bougarsar, c'est que le personnage de Diégane Latirfaer est un peu incagneux, c'est quelqu'un qui découvre en universitaire la littérature, mais il y a aussi une forme d'apprentissage sensuel, et c'est une écriture très sensuelle au travers des rencontres qu'il fait, ce personnage, n'est-ce pas ? Oui. Alors, c'est vrai que m'entendant parler ou lisant peut-être la première partie du roman, on peut avoir l'impression que c'est un propos qui peut être assez théorique. Mais même dès le début du livre, il y a un engagement dans la vie. Parce que l'un de mes propos était aussi de dire ça
Lorsqu'on cherche un écrivain, qu'on s'engage dans l'enquête littéraire, on plonge dans la vie, dans ce qu'elle a de plus concret, de plus charnel, de plus sensuel, parce qu'il y a une érotique qui court de la vie à l'œuvre et de l'œuvre à la vie, de l'existence quotidienne à l'écriture et de l'écriture à la vie la plus prosaïque, la plus concrète. C'était aussi ça, ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, c'est que l'enquête de Diégane n'est pas une enquête universitaire, n'est pas désincarnée. Il suit Eliman et son livre à travers l'histoire. Il remonte à son passé, il découvre sa famille, il découvre sa vie quand il était enfant, il découvre les femmes qu'il a aimées, ou les femmes qui croient l'avoir aimé ou l'avoir rencontré. Il traverse évidemment l'histoire du colonialisme, l'histoire des 2 guerres mondiales. Donc c'est une vie au sens plein, mais une vie qui est regardée à partir de l'écriture. Et l'un de mes défis, ou l'une des questions que je vous posais, savoir est-ce que quand on écrit, quand on est écrivain, on est aussi pleinement dans la vie? Est-ce qu'il y a une séparation entre la vie et l'écriture? Personnellement, je ne le pense pas. Et je vais même jusqu'à affirmer, en tout cas le personnage de Diégane, qui est un tout petit peu mon alter ego, va jusqu'à affirmer qu'en réalité, même pendant l'amour, pendant l'acte d'amour le plus charnel qui soit, on est aussi dans la littérature. Et il n'y a pas d'abolition comme ça entre les... Voilà, il y a une abolition au contraire, une abolition de cette séparation-là classique entre la vie et l'écriture. Mais alors, les écrivains sont-ils bien armés pour la vie telle que vous les décrivez, Mohamed Mbougar-Sarr? Oui, parce que je pense qu'à partir du moment où on est armé de littérature, où on est armé de livres, on est armé de questions essentielles sur ce que nous sommes, sur notre destin, évidemment qu'on est préparé, peut-être même très très bien préparé à la vie. Je ne pense pas du tout qu'on lise simplement pour se divertir ou qu'on lise parce que c'est un espace à part. On lit aussi pour pouvoir utiliser la connaissance qu'on trouve dans la littérature dans la vie. C'est pour cela que je défends toujours, à la suite de très grands romanciers que j'ai lus, Hermann Broch ou Kundera, que dans un roman, il y a aussi une connaissance évidemment existentielle, mais aussi très pratique de la vie, et je ne fais jamais de séparation entre les deux. Merci Mohamed Mbougar-Sarr. La plus secrète mémoire des hommes, c'est l'ouvrage que vous publiez, une coédition Philippe Ray, Jimsan. Il est 8h33 sur France Culture. Nous poursuivons cette découverte des livres finalistes du prix Goncourt. Bonjour Christine Angot. Bonjour. Merci d'être là. Le voyage dans l'Est, c'est le roman que vous publiez aux éditions Flammarion, lequel a obtenu le prix Médicis. Dans ce livre, vous revenez sur la relation à votre père, directeur du service de traduction au Conseil de l'Europe. Vous avez fait sa connaissance alors que vous aviez 13 ans à Strasbourg. Et vous revenez sur Baiser sur la bouche qui a marqué le début de l'inceste, sur la façon dont vous avez dû ensuite donner ce qu'il exigeait de vous, une rencontre après l'autre, sous prétexte d'amour et de coutume. Vous racontez aussi l'emprise, Christine Angot, cette obligation de grandir donc sous le joug d'une relation. Sinon, eh bien, la menace, c'était que tout ceci disparaisse. J'aimerais savoir, Christine Angot, comment vous avez réussi à écrire ces souvenirs, comment avez-vous réussi à tenir à la fois le fil de la plume et le fil de vos souvenirs? Alors, tout simplement parce que mon but n'était pas d'écrire une relation, parce que précisément, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas eu de relation entre mon père et moi, mais il y a eu des actes d'inceste. Bon. Et donc, j'ai tenu tout simplement parce que je voulais qu'on comprenne ce qu'était l'inceste. Parce que je voyais autour de moi, dans des conversations privées ou dans le discours médiatique, que quelle que soit l'évolution de la société sur ce sujet et de son discours,
eh bien, on ne comprenait pas ce qu'était l'inceste. La dimension sexuelle était, disons, avait tendance à aveugler sur sur le fait, par exemple, que c'est un esclavage au sein de la famille qui a lieu, hein, et que c'est quelque chose et que la souffrance de l'inceste est une souffrance qui est particularité, à savoir qu'elle est à la fois intime et sociale. Or, si on se concentre sur la dimension sexuelle, on se concentre sur la souffrance intime. Or non, on ne comprend rien à l'inceste si on ne comprend pas que c'est un asservissement, que c'est un esclavage de l'enfant. Et un esclavage, comme vous savez, c'est un système. Et un système, ça ne se fait pas par une personne toute seule, comme ça, qui dit « Ah bah tiens, voilà, telle personne sera à mon service ». Oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un pouvoir reconnu pour cela. Donc, bien sûr que j'ai tenu, eh bien, parce que je tenais à faire comprendre les choses. Parce que, quels que soient les livres précédents que j'ai pu faire, ce n'était pas par cette porte-là que j'avais attrapé les choses. Ou peut-être je l'avais fait, mais peut-être on ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous le savez. Quand vous avez vraiment quelque chose à dire, voilà, vous essayez plusieurs manières de dire les choses. Et si vraiment ça vous importe, eh bien jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ce soit compris. C'est-à-dire jamais, en réalité. Il y a une description d'un système de domination, donc la domination avec l'inceste. Vous dites d'ailleurs que vous écrivez l'inceste et non pas que vous écrivez sur l'inceste. Bien sûr. Christine Angot, pourquoi ? Parce que écrire sur l'inceste, c'est être d'abord au-dessus, hein, c'est être en surplomb, c'est expliquer. Et c'est donc élaborer une forme de discours, un discours de plus, avec des termes de vocabulaire de plus. Hein. Actuellement, on a quelques mots qui font partie du discours sur l'inceste, qui sont culpabilité, emprise, silence, omerta, bon, très bien, voilà, qui sont là pour, je ne sais pas, résumer, décrire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, justement, tous ces mots-là, finalement, aveuglent aussi. Hein. Donc, écrire l'inceste, c'est qu'on le sente, qu'on le sache. Il n'y a que la littérature qui peut arriver à faire ça, c'est-à-dire à parler au cœur. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on n'explique pas. Si vous expliquez, vous ne parlez jamais au cœur de quelqu'un. Vous parlez à son intelligence, oui, à ses capacités de compréhension et d'analyse, oui. Mais justement, il faut abolir ces capacités d'analyse et de compréhension pour vraiment comprendre, pour vraiment être dans la situation. Il faut pouvoir faire ça. Et ça, on peut le faire. La littérature sert à ça. Hein. C'est-à-dire que la compréhension, l'intelligence, etc., tout ça se retrouve dans le cœur. Il y a tout ça. Hein. Et tout ça. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les mots contiennent tout ça et qu'on est né à l'intérieur des mots. Vous naissez, vous êtes un bébé, les mots sont déjà là, ils vous entourent, ils vous décrivent, ils vous parlent. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un rapport aux mots, on n'a pas besoin de vous les expliquer. N'importe qui, quel que soit son niveau d'éducation académique, reçoit les mots avec la même acuité. Donc c'est ça qu'il faut arriver à disposer et à faire en phrase quand on écrit. La littérature, c'est cela aussi qui frappe lorsqu'on lit votre livre, Christine Angot, Le voyage dans l'Est, publié aux éditions Flammarion. C'est un roman, ça n'est pas un document, ça n'est pas un témoignage. Mais non.
Alors, quand on dit c'est un roman, ça ne veut pas dire que c'est du roman, hein, évidemment. C'est du roman. Oh, bah c'est du roman. Vous voyez, avec ce petit côté un peu, oui, c'est du roman, avec un petit côté méprisant comme ça. Non, faire un roman, ce n'est pas faire du roman, ce n'est pas faire son délire, c'est même le contraire. Hein. C'est avoir, c'est choisir pour rendre compte de ce qu'on sait, ou de ce qu'on croit savoir, ou de ce qu'on... En fait, je dis ce qu'on croit savoir, mais l'écriture du roman est aussi un processus pendant lequel vous passez de la croyance que vous avez de savoir quelque chose à la certitude que vous avez de savoir quelque chose, parce que les phrases que vous écrivez les unes après les autres, ou que vous cherchez à écrire les unes après les autres, sont chacune des tests, des épreuves quant à l'authenticité, quant à la vérité de ce que vous écrivez. Et donc après, vous pouvez être sûr. C'est-à-dire, si ça marche, si la phrase passe, eh bien, vous l'entendez vous-même. Et lorsque l'on essaye donc de suivre à la fois la manière dont votre père se comporte, mais aussi les réactions, puisque ce qu'il y a d'analyser de manière extrêmement méticuleuse dans votre livre, Christine Angot, c'est la façon dont cette très jeune fille vit ce moment. Par exemple, il y a une scène où, au téléphone, le père de la narratrice explique le désir qu'elle suscite en lui. Et vous écrivez « J'ai reposé l'appareil sur son socle, je n'ai rien pensé, je ne ressentais rien, je ne pensais pas. Il faut bien voir l'effort que fait la personne pour ne pas penser et ne rien ressentir. » Ça, c'est très important. Cette phrase-là, elle est très importante. Il faut bien voir l'effort que fait la personne pour ne pas penser et ne rien ressentir. Hein, la notion d'effort dans ne pas penser et ne rien ressentir est très importante, parce que on nous explique, on a tendance à nous expliquer, à voir quelqu'un qui est victime d'un traumatisme comme tout d'un coup quelqu'un qui serait... dont la volonté serait abolie, qui n'aurait plus accès à ses propres émotions. C'est faux. Vous avez accès à toutes vos émotions, mais vous avez aussi une capacité ou un instinct, peut-être ça serait plus juste, de décision, un instinct de ce que vous devez faire pour survivre. Hein. Alors, bon, et ça demande un effort, évidemment. Et ne pas penser, parce que si elle se met à penser et à voir et à revoir dans sa tête les choses qui ont été pratiquées sur elle, ça va être compliqué d'aller à l'école, de tout ça, de dormir, Non, là, il faut voir l'effort que fait la personne pour ne pas penser et ne rien ressentir. C'est un effort, c'est clair. Ça demande donc une certaine force qu'ont les personnes qui sont victimes d'un traumatisme. Si elles restent, je dirais, si elles arrivent à se conserver jusqu'à plus tard. Alors plus tard, c'est l'avenir. Hein. C'est ça qui est très intéressant et à quoi on ne pense pas assez souvent. L'acte d'inceste, quand il arrive, et il arrive toujours, dans l'enfance ou dans l'adolescence, en premier, je veux dire, il est évidemment extrêmement violent, et c'est un traumatisme profond, grave et annihilant, mais comme il se produit dans l'enfance et à l'adolescence, il y a cette espèce, pour l'enfant ou l'adolescent, il y a l'idée que plus tard, dans l'avenir, ça ira mieux. Ça ira mieux. Hein. Il y a cet espoir. Illusoire ou pas, mais qui existe. Donc, on attend. Il y a la question de l'attente. Hein. Il y a quelque chose qui est suspendu. Quand l'acte arrive, ou quand l'acte se répète, après l'âge de la majorité, eh bien, l'espoir
Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Parce que là, plus tard, c'est maintenant. Plus tard, j'y suis. Adulte, je le suis. Et l'acte, de nouveau, la personne vous viole, vous agresse. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce qu'on entend, malheureusement, c'est d'une certaine manière, je veux dire, c'est comme si la tragédie vous avait votre peau, quoi. Hein. C'est plus seulement l'avenir là qui est, je veux dire, c'est plus seulement une chose à supporter pendant quelque temps avant de pouvoir dire, avant de pouvoir grandir, avant tout ça. Non, là c'est ok, ma vie, ça sera ça. Alors là, c'est le désespoir. Qu'est-ce qu'elle est seule, cette narratrice, Christine Angot? Est-ce qu'elle est seule? Qu'est-ce qu'elle est seule? Ah oui, elle est seule. Ça, c'est sûr. Oui, il y a dans le livre, je crois qu'on voit dans le livre la solitude. On voit quelqu'un de seul. On voit ce que c'est être seul. Et je pense qu'il y a aussi, et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais écrit, je crois. Ce n'a pas été une intention, hein, mais en fait, je crois qu'il y a la souffrance qui est écrite aussi dans ce livre. Je crois que ça, c'est écrit. Il y a en fait la description d'un enfermement, parce que cette jeune fille n'a personne à qui se rattacher. L'attachement, il se fait auprès d'un père qui est pervers, d'une mère qui, elle, est désemparée, un monde des adultes qui ne lui offre aucun secours. Et c'est la description de cette situation extraordinairement tragique que vous faites dans Le Voyage dans l'Est, ce livre que vous publiez chez Flammarion, Christine Angot. Oui, c'est vrai. Mais je ne le fais pas pour m'en plaindre, pour m'appesantir là-dessus, ça m'intéresse pas. Encore une fois, le commentaire sur les situations ne m'intéresse pas. Elles sont tellement, le commentaire est si évident que je ne vois pas l'intérêt de le produire littérairement. En revanche, que ce soit de voir comment la solitude en question, hein, parce qu'on dit ah oui, la solitude, mais d'accord, mais ça a une forme, la solitude. Ça a une forme, ça a une présence, ça a une matière. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir décrire. Et c'est ce que vous décrivez dans Le Voyage dans l'Est, Christine Angot, cet ouvrage qui a obtenu le prix Médicis et qui est publié aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, Christine Angot.